Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Bybit a annoncé son retrait de ses activités commerciales au Canada en raison de l'environnement réglementaire. Les clients existants ne pourront plus effectuer de nouveaux dépôts ou achats après le 31 juillet. Je vais vous parler de Binance. Je viens de recevoir ce mail de Binance qui me dit restriction sur le trading de certains jetons pour la France. En fait, à partir du 26 juin 2023, Binance va retirer toutes ces crypto-monnaies de Binance en France. Donc heureusement, ça ne concerne que les gens qui sont en France. C'est la majorité des personnes sur cette chaîne. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes du Canada et de Belgique, de Suisse et d'ailleurs. Eh bien, ces 12 crypto-monnaies vont être retirées de France. C'est principalement, enfin, c'est toutes des crypto-monnaies qu'on appelle des privacy coins, des actifs à anonymat renforcé. On parle de Dash, de Zcash, de Monero. Et la justification, c'est à cause des contraintes réglementaires, des exigences réglementaires de la France. Quelles sont ces exigences? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sûrement l'AMF qui a dû qui a dû demander à Binance d'arrêter tout ça? Donc ça va disparaître, bientôt. Ils vont petit à petit arrêter tout ça et voilà, il y aura plus de trading, il y aura plus la conversion spot, il y aura plus les dépôts, il y aura que les retraits possibles si vous en avez encore. Donc bon, pourquoi? Bah voilà, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce que des gens pensent, enfin, où il y a une utilisation, on va dire, potentiellement malveillante de ces crypto-monnaies pour cacher des choses malveillantes suite à un piratage ou autre, un peu comme l'histoire de Tornado Cash. Et ben, du coup, le gouvernement se met à de plus en plus, ou les gouvernements, les régulateurs commencent à mettre plus de pression sur les exchanges pour interdire ces crypto-monnaies. Donc bon, il y a plus Tornado Cash, c'est difficile d'accéder à Tornado Cash, ça va être de plus en plus difficile d'accéder à ces cryptos. Je pense que ça va aller ensuite aussi vers d'autres exchanges qui vont se mettre à restreindre l'utilisation de ces crypto-monnaies. Et petit à petit, ça disparaît vraiment de tous les exchanges. Il y aura un problème de liquidité sur les plateformes. Moi, mon espoir, c'est que sur le long terme, il y ait certaines blockchains majeures telles que le Bitcoin ou Ethereum ou d'autres qui intègrent nativement cette confidentialité des transactions. Sur Ethereum, ils commencent à réfléchir à tout ça. Sur Bitcoin, clairement, c'est non. Il y a eu plein de propositions pour faire ça, mais ça n'a jamais été fait. Zcash avait commencé initialement, le créateur de Zcash, il voulait faire évoluer Bitcoin pour ça, et ça n'a pas été fait. Il a créé Zcash, donc bon, peu d'espoir quand même que sur le Bitcoin, ça arrive. Donc voilà, c'était l'info sur l'interdiction des cryptos sur Binance, de ces 12 cryptos en tout cas, Binance en France. Deuxième news ce matin, l'Union européenne signe officiellement la loi sur la régulation des actifs crypto. La MiCA, oh regardez, ils sont tellement fiers de signer un truc, ils savent même pas ce qu'ils signent, je pense. Et dans l'Union européenne a formellement promulgué sa régulation révolutionnaire sur les marchés cryptoactifs. Ah oui, pour une révolution, ça c'est une révolution. Nous en Europe, on est vraiment, on est vraiment les number one de la révolution, quoi. Et donc propulsant le bloc vers le statut de toute première juridiction mondiale avec un cadre juridique complet spécifiquement dédié au secteur des cryptoactifs. Et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et le ministre suédois des Affaires rurales, Peter Kugreen, ont officiellement signé la loi, signant simultanément une législation séparée contre le blanchiment d'argent. Ah, il fallait bien que ça revienne, ça. Exigeant une vérification de l'identité pour tous les fournisseurs de crypto-monnaies, facilitant les transferts de fonds. En gros, maintenant, les plateformes sans KYC, ça va être compliqué. Hein. Bingix, ses partenaires chaîne, eux, t'as pas besoin de KYC. Mais les grosses plateformes, elles, ça va être KYC obligatoire pour tout. Hein. Binance 100% KYC. Bybit, depuis 2 semaines, ils obligent le KYC, mais même pour acheter et vendre des cryptos. Hein. C'est pas un KYC genre si tu veux faire un virement bancaire. Non, tu veux utiliser la plateforme, tu veux faire le petit truc, hop, c'est KYC obligatoire. Et voilà, donc bienvenue en Europe. Et donc MiCA, qui devrait être publié dans le journal officiel de l'Union européenne en juin, sera pleinement opérationnel quelques semaines après son émission. Le cadre de la loi cadre le haut fonctionnement des échanges crypto et des fournisseurs de portefeuille. Il impose aux émetteurs aussi de stablecoins de maintenir des réserves adéquates. Bon, ça, c'est pas trop mal.
Ces dispositions seront mises en vigueur de manière séquentielle entre 12 et 18 mois à compter de l'application de la loi. Donc MiCA a suscité sa part de controverse en raison des amendements proposés qui ont presque intégré des dispositions éco-conscientes pouvant potentiellement aboutir à une interdiction de la technologie proof of work qui alimente le Bitcoin. C'est pour ça que je te parle de ça, que si un jour, je n'espère pas, peut-être ça arrivera jamais, mais imagine, bon, ça suffit, le Bitcoin, ça consomme trop, ou alors ils ont une dent contre le Bitcoin parce que ça les arrange pas, leur petit modèle économique, et ils disent à Binance, au plus gros, vous délistez le Bitcoin. Vu que de toute façon, Binance a délisté toutes les cryptos anonymes, parce qu'on lui a demandé, pourquoi il délisterait pas un jour le Bitcoin s'il le demande, tu vois. Donc, tu peux pas tuer les cryptos, tu peux pas taper sur les cryptos, mais tu peux taper sur les échanges qui proposent des cryptos. Ça, oui, tu peux faire. Si tu regardes qui gagne de l'argent dans la crypto, tu as les holders, tu as les plateformes d'échange et tu as les fondateurs de projets. Ceux qui se font le plus rect dans la crypto, c'est les traders. Voilà, tu vas pas chercher plus loin. Hein. Tu as une infime minorité qui arrive à vraiment gagner de l'argent. Et là, souvent, on va s'orienter plutôt auprès des professionnels, des gens qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, voire plus, qui se sont pris énormément de gamelles et qui vont utiliser la crypto, la volatilité de la crypto pour gagner de l'argent. Mais l'écrasante majorité des particuliers qui font du trading de crypto, et surtout en plus avec de l'effet de levier, c'est des gens qui se font annihiler, qui perdent l'intégralité de leur capital. Et en plus, les personnes qui font la promotion de ce genre de service en proposant leurs liens Bybit, Femex, etc., ces youtubeurs, c'est des gens qui gagnent de l'argent sur le dos des particuliers théoriquement qui, eux, perdent de l'argent. Parce que si les particuliers ne perdent pas de l'argent en utilisant leurs liens, eux, ils n'en gagnent pas de toute façon. Donc souvent, ils vont vous montrer un trade, en plus souvent qui sont en virtuel, qui n'est même pas en réel, avec de l'argent et qu'ils n'ont absolument pas déposé en vous disant « j'ai gagné de l'argent, regardez, ça marche bien, prenez mon lien Femex ou mon lien Bybit ». Toi, tu vas l'utiliser, tu vas te faire défoncer parce que tu vas faire un effet de levier, je sais pas, x5, x10, peu importe, et tu vas te faire éclater. Même ceux qui ont shorté à l'époque Luna, hein, l'UST, quand il y a eu des pegs, il y a eu, en l'espace de quelques jours, il y a eu un drop 3 fois de moins 95%. Et bien même ceux qui ont shorté le marché sur cette période, beaucoup ont perdu de l'argent parce que il y a des mèches qui remontaient. Il y avait une volatilité qui était tellement énorme. Donc même si tu shortais, en fait, tu as eu une mèche qui remontait de 20, 30, 40, 50% dans la journée pour après redescendre. Donc en fait, tu te faisais liquider avec la mèche et paf, à la baisse, en fait, tu n'étais plus présent parce que tu t'étais fait liquider. Donc, il faut d'ailleurs vous rendre compte du niveau de risque que vous avez, le niveau de la gestion que vous voulez avoir. Et je suis pas en train de dire que le trading, c'est de la merde, que vous pouvez pas gagner de l'argent. Bien évidemment, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et des gens qui sont très bons là-dedans. Et après, regardez la vérité en face. Est-ce que vous, en ayant fait un mois de trading, en ayant suivi 3 vidéos sur YouTube avec des gens qui chillent leur lien Bybit, est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen pour atteindre l'indépendance, la liberté financière, tu vois? Je suis pas convaincu. En attendant, il y a quelque chose qui est très concret, c'est l'USDT, c'est Tether plutôt, l'émetteur donc de l'USDT, qui va miner. En fait, il va faire du minage tout simplement. Où ça? En Uruguay, parce qu'en Uruguay, ils sont dans le turfu, parce qu'ils utilisent 94% de l'électricité à base d'énergie renouvelable, éolienne, panneaux solaires, etc. Et le Bitcoin, on a besoin de ce type de... Voilà, et en fait, je trouve ça fort parce qu'en fait, on en a parlé il y a peut-être un mois et demi, de la strat de Tether, qui investissait dans pas mal de choses, dont pas mal là, de ils parlent de Bitcoin. quoi? De leurs bénéfices, c'est ça, C'est ça, voilà. De réinvestir 15% de leurs bénéfices donc en Uruguay pour le minage de Bitcoin. Voilà. Donc, comme tu le dis, ils ont choisi l'Uruguay parce qu'effectivement, ils sont à fond dans l'énergie renouvelable et que du coup, ça colle assez bien au principe. Tether, on a appris récemment qu'ils faisaient des beaux bénéfices apparemment, donc tant mieux, ils vont investir dans Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose. 15% de ces bénéfices dans le BTC afin de renforcer ses réserves. Moi, tant qu'ils renforcent les réserves, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Réserve, les amis, qui s'évalue à 83 milliards de dollars. Donc, on a beau dire que c'est un peu opaque, que on ne sait pas si tout est backé ou quoi. Oui. Ils communiquent bien, moi, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà, une fois de plus, il y a quelques mois, on était en train de bégayer sur leurs réserves et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été éclairci, hein, cette histoire. C'est pas parce que BDO, avec leur filière italienne, attestent sur l'honneur que l'argent est là, que c'est le cas. En attendant, ils communiquent beaucoup, ils ont eu des bénéfices, ils investissent dans Bitcoin. L'Uruguay, c'est un bon choix, tu l'as dit, 94% d'électricité solaire et éolienne, il me semble, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut aller que dans le sens positif. Moi, je suis très content de ça. Maintenant, est-ce que ça me redonne pour autant confiance en Tether ou en leurs réserves? Je te garantis que non. Hein. Ils ont compris pour pas qu'il y ait de problème avec leurs réserves, tout simplement, et qu'ils continuent à faire des bénéfices et qu'ils continuent à investir dans Bitcoin. C'est un cercle vertueux qu'on aime beaucoup. Et j'ai reçu beaucoup de questions suite au WorldCoin et naturellement, c'est très compliqué d'y répondre. Entre les articles de presse qui disent que c'est un shitcoin, une arnaque totale, ceux qui disent que c'est la révolution et que c'est un outil obligatoire pour le monde de demain,
encore plus compliqué de se positionner. Déjà que le sujet est complexe, qu'elle soit utile ou non à certains, c'est quoi qu'il arrive un effet tendance qui engage tout le monde et qui fait que tout le monde n'a que ça aux lèvres. Et en plus de ça, une crypto-monnaie, autant vous dire que tous les éléments sont réunis pour créer un FOMO, la peur de rater le train, et faire en sorte que tous les débutants posent des questions à droite à gauche et cherchent un moyen quelconque de participer. Déjà, maintenant, pendant que je vous parle, il n'y a rien à acheter parce qu'il n'y a pas de crypto. C'est un fait. Pour l'instant, elle n'existe pas. Le seul moyen d'en accumuler, c'est sur l'application mobile, et pour ça, il faut avoir l'appli, mais également avoir une orbe sous la main. Pour le coup, il n'y en a même pas en France. Donc vous pouvez prendre un petit peu de recul, pour l'instant, ce n'est pas possible. À côté de ça, Sam Altman, le fondeur d'OpenAI, a expliqué que pour l'instant, il serait focus sur OpenAI, justement, et qu'il ne mettrait pas trop de temps et d'énergie au développement d'autres initiatives. Il est peut-être en effet derrière le projet, mais pour le coup, ce n'est pas lui qui va l'idée et qui va insister sur cette initiative pour le moment. Et croyez-moi, avec la régulation et tout ce qui va se passer sur l'intelligence artificielle, il a déjà d'autres chats à fouetter. Dès qu'on entend parler qu'il y a une levée de fonds, on se dit qu'il y a un moyen d'investir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on parle d'une levée de fonds de 115 millions d'euros, c'est déjà des gros fonds d'investissement qui ont participé. On n'a pas les termes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait même pas s'il y a des crypto-monnaies pour ça ou si c'est uniquement de l'equity et donc du capital de l'entreprise qui a été vendu. Et surtout, vous l'avez bien vu, c'est une jeune entreprise avec une ambition énorme et donc naturellement il y a beaucoup de risques, même pour ces professionnels de l'investissement qui sont rentrés sur cette levée de fonds. Pour certains, c'est même irréalisable et il faut avouer que quand on entend la narrative du projet, on se pose des questions sur la faisabilité du tout. Ensuite, il n'y a pas d'offre publique. Pour l'instant, personne n'essaye de rien vendre à personne, donc ça sert à rien d'essayer de retourner Internet et d'essayer de trouver un moyen d'en acheter aujourd'hui. Au contraire, c'est le meilleur endroit pour tomber dans une arnaque. Le fait que quelqu'un aussi en vogue que lui soit derrière une initiative qui lance sa crypto-monnaie, ça fait qu'on va avoir des fausses communications, des fausses ICO un peu partout qui se font passer pour lui, des gens qui vont créer des coins qui s'appellent Coin World et qui vont se faire passer pour eux en espérant récupérer l'argent des plus débutants. Prenez du recul. Calmez-vous et surtout, n'ayez pas peur de rater le train, on ne sait même pas s'il sera là un jour, et un truc est certain, il n'y a rien à acheter pour le moment. Allez, États-Unis, la taxe de 30% prévue par l'administration Biden sous le minage de crypto est abandonnée. Voilà une bonne news déjà. Peut-être qu'ils vont faire une marche arrière, les Américains. Peut-être que tout doucement, ils vont se rendre compte qu'ils sont un petit peu... je vais pas dire cons, c'est mal élevé, mais peut-être qu'ils sont un peu maladroits avec la crypto, hein, peut-être. Donc ils vont... Et là, c'est le minage, c'est important, parce que le minage, c'est quoi, hein? Le minage, c'est important. C'est comme ça que vous créez les crypto-monnaies, de Bitcoin en règle générale. Hein. Allez. C'est l'information en ce moment qui bouillonne aux États-Unis. Nvidia qui a explosé les marchés par rapport à son tournant dans les puces intelligence artificielle. Et Nvidia est rentré dans un club très très fermé des sociétés qui valent plus de 1000 milliards de dollars. C'est hyper intéressant avec Google, Facebook, Microsoft. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment une énorme dynamique qui revient autour de l'IA. Et de manière générale, tout ce qui est un peu les sociétés d'infrastructure autour de l'intelligence artificielle, c'est des sujets, des thématiques. Et je pense tout simplement ça va être le cœur du bull run. C'est ce qui va vraiment surperformer dans le cadre du prochain bull run. Et je pense que ça y est, c'est peut-être enclenché là actuellement. On va aller voir ça. On a quand même eu des chiffres économiques aux États-Unis. Hier, les JOLTS qui montrent que le nombre d'offres d'emploi est encore reparti à la hausse. On est à plus de 10 millions d'offres d'emploi alors que le marché attendait 9,4. Ce qui laisse supposer encore, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Donc pour attirer les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter les salaires. Et s'ils montent les salaires, ça va être inflationniste. Donc que va faire la Fed? Que pourrait faire la Fed dans 15 jours? Eh bien probablement monter les taux. La probabilité d'une hausse des taux est encore en train d'augmenter. Hier, je vous parlais de 69%. Aujourd'hui, on est à 72% de probabilité de voir une hausse des taux au mois de juin. Donc, on voit quand même que cette problématique inflationniste n'est pas réglée. Le PCE l'a montré, les JOLTS l'ont montré. On peut s'attendre à que les non-farm payrolls de demain nous le montrent également. Bref, de ce côté-là, c'est pas forcément rassurant et on sent que les marchés sont un petit peu fatigués. Concernant le dollar index qui n'a pas réintégré pour le moment son niveau des 103 points, qui en unité de temps plus courte est sur ligne de coup d'un double bottom. Premier bottom, on en a parlé plusieurs fois, hein. Premier bottom, deuxième bottom, on essaie de casser le niveau pour aller rechercher soit ce niveau, soit vraiment, parce que finalement ça correspondrait à double bottom avec ligne de coup horizontale, aux environs des 105.3 points. Si on casse ce niveau, on rappelle, hein, double bottom, objectif probable aux environs des 110 points. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas réellement cassé la ligne de coup. Et ce qui pourrait se passer sur le dollar, c'est tout simplement un rejet sur résistance descendante pour mieux retomber et finalement former une sorte de triangle descendant. Pour le moment, on est finalement sur le niveau pivot. Si on regarde d'ailleurs en monthly, parce qu'on a fait la clôture, ça y est, monthly,
du BTC. On voit qu'on a ravalé une partie de la bougie, mais on est quand même relativement loin et on est en train d'aller retravailler la partie basse. On voit que ici, au niveau d'Ichimoku, nous avons un aplat qui est très important, qui va être un retest des 23 250, donc niveau qu'on retient justement dans cette partie 24-23 où on a beaucoup de liquidités qui sont aussi en attente, qui est très important, qui confirme aussi quelque chose, qui serait de ne pas retester le top du dernier bull run, donc le bull run avant le bull run de 2021, qui serait le top du 1er décembre 2017, qui se situe, on va dire, à 20 000 $ pour simplifier. Donc ça veut dire qu'on n'irait pas recasser en dessous et qu'on irait bien s'arrêter justement sur les 23 000 ici, avant de repartir sur une target classique que l'on pourrait avoir au niveau d'Ichimoku. Encore une fois, on prend un petit peu de recul parce que justement, quand on prend du recul, on voit que on va rarement retester cette partie-là et que rarement on a eu un espacement aussi fort entre les deux. Donc forcément, on va avoir quelque chose qui va être différent. L'autre point à prendre en considération, c'est qu'on est repassé en dessous du RSI 50 en monthly avec la clôture, ce qui est pas forcément positif, mais encore une fois, on reste vraiment un petit peu loin parce que on voit que on a déjà fait ici en un mois une cassure en dessous du 50, c'était en mars 2021 et c'était avec cette bougie là très très forte, très impulsive baissière qu'on a ravalé partiellement. Bon, en l'occurrence, on n'est pas resté longtemps en dessous de 50, donc pour moi ça va être vraiment la validation du fin de mois de juin. Est-ce qu'on s'instancie vraiment en dessous du RSI 50? Là, ce serait pas forcément positif, on est quand même relativement loin. On a l'impression qu'on est un petit peu dans une forme de morosité sur ce marché. Pourquoi je dis ça? C'est extrêmement simple, vous allez sur n'importe quel chart, on va prendre peut-être Coinbase, c'est pas mal. Il n'y a pas de volume. En fait, s'il n'y a pas de volume, c'est de la consolidation, quoi. Je sais même pas ce que c'est rien. C'est encéphalogramme plat. Il n'y a pas de volume sur ce marché. On a des volumes qui sont descendants. Depuis en fait le crash de FTX, descendant, volume descendant, volume descendant, volume descendant, volume descendant. On attend donc un retour des volumes. Et la direction sera prise à ce moment-là. Tant que les volumes sont décroissants, on parle d'un mouvement qui n'est pas sain. Et effectivement, ce mouvement n'est pas sain. Vous avez raison qu'il n'est pas sain, ce mouvement. Mais on ne fait pas en fonction de ce que l'on croit. On fait en fonction de ce que l'on voit. Et ce qu'on voit, c'est que c'est bullish. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, depuis le début du mois depuis le début de l'année sur Bitcoin? On est en train de counter le sentiment. On est en train de péter du bear, tout simplement. Alors, le CBBI, actuellement, il est à 27, c'est un sort de Fear and Greed Index, il évolue entre 0 et 100, mais il est calculé différemment, il se base sur un certain nombre d'indicateurs que vous voyez ici. Vous pouvez cocher et décocher les indicateurs que vous souhaitez rajouter. Et donc, on constate quelque chose d'intéressant sur ce fameux CBBI. Comme je vous l'ai dit, actuellement, on est à 27, donc on est bien loin des 51 du Fear and Greed Index. Et si on regarde l'évolution de la courbe, ici, en couleur, on a l'évolution du prix du Bitcoin, et les couleurs changent en fonction de la valeur du CBBI. Par exemple, ici, vous voyez que le CBBI, donc c'est la courbe ici en bleu marine, il est en dessous des 10. Vous voyez, on est entre 0, 3, 4, 5, 6. Ici, la courbe du prix du Bitcoin est vert foncé, vert clair. Lorsque le CBBI est haut et qu'il se rapproche de la zone des 90, des 100, on passe tout de suite en rouge vif, voire rouge foncé. Et actuellement, la courbe du Bitcoin est vert clair. On n'est pas sur les niveaux d'achat excellents en dessous des 20 000 $ où on était vert foncé, mais on reste quand même sur des niveaux d'achat plutut intéressants. Donc le CBBI nous indique que clairement le Bitcoin actuellement n'est pas survalorisé, voire même au contraire il est sous-valorisé dans une optique long terme. C'est vraiment un indicateur long terme, vous voyez, vous avez de l'historique sur plus de 10 ans. Autre chose d'intéressant sur cet indicateur, c'est qu'il évolue, donc c'est un oscillateur qui est borné, il évolue entre grosso modo les 0, les 100, même s'il atteint rarement ces valeurs extrêmes, c'est déjà arrivé par le passé. Donc vous voyez, on est ici sur la zone des 17, on monte au-dessus des 90, on descend, on remonte, etc., etc. Un indicateur finalement facile à utiliser. Et ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est les droites en pointillé, là où c'est écrit H, le fameux halving. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on a un halving, le CBBI se trouve à peu près à la moitié du chemin haussier. Regardez par exemple, en 2011, le CBBI valait 15, on est monté ici 98, et bien le halving a eu lieu à peu près à la moitié, vers le niveau des 45. On a ici le halving, donc sur la moitié de la hausse du CBBI. Pareil ici sur le halving de 2016, on est passé sur un CBBI qui valait quasiment 0,
jusqu'à 99, le halving ici a lieu vers la zone des 50 environ, on est sur la moitié du chemin. C'était également le cas en 2020. En 2020, regardez, sur cette tendance haussière sur le prix du Bitcoin et donc aussi sur le CBBI, on a eu le halving qui arrivait à peu près à la moitié de la hausse. Comme vous le voyez ici, le CBBI, pareil, il est en train de reprendre sa tendance haussière. On est descendu extrêmement bas. Il valait 1 en novembre dernier. 21 novembre 2022, le CBBI valait 1. Et là, il a repris sa tendance haussière. Donc clairement, on peut déjà partir du postulat évident que le point bas a été touché, si on en croit évidemment cet indicateur. On continue ensuite avec Mercedes qui continue du coup son entrée dans le Web3 puisqu'ils ont annoncé plusieurs choses et une des choses c'est la collection NFT qu'ils ont fait un partenariat avec un artiste et en gros c'est des œuvres d'art qui représentent on va dire des roues en mouvement. C'est assez esthétique, moi en tout cas j'aime bien et sachez que pour l'instant il y aura 1000 NFT, ça commence sous forme de vente aux enchères pour le 7 juin, on n'a pas encore trop les prix de base, on n'a pas encore trop les utilités non plus, a priori c'est plutôt de la collection et de l'art, mais en tout cas voilà ça reste une excellente nouvelle aussi d'avoir un si gros acteur aussi qui arrive. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.